Eh bien, j'ai un nom breton, Lozachmer prononcé à la française, Lozachmer à la bretonne, qui veut dire le grand patriarche. En Nozach, le patriarche, meurt grand. Mon prénom Jean-Claude, je suis un universitaire à la retraite. Je suis un arthurien, c'est-à-dire un spécialiste de la littérature du roi Arthur, et en même temps un philologue. C'était les deux disciplines que j'ai enseignées pendant ma carrière. Alors en tant qu'arthurien, j'ai été amené à m'intéresser aux sources de la légende arthurienne, qui sont celtiques. Et pour cela, je connaissais le breton, j'ai appris le gallois pour pouvoir lire les textes gallois arthuriens les plus importants. Ce qui m'a permis, ayant ainsi une double spécialité, de découvrir des choses nouvelles. Et de fil en aiguille, je suis remonté aux mythologies, qui sont en amont du Conte du Graal, le roman inachevé de Chrétien de Troyes. Et petit à petit, je suis devenu un peu mythologue. J'ai découvert certaines choses importantes, je crois, qui avaient des recoupements dans le monde moderne, et ça, c'est plus étonnant. Alors, le mien se distingue en ceci que, en travaillant sur les mythologies, je me suis intéressé aux mythes initiatiques et j'ai découvert, en quelque sorte, l'alphabet symbolique de ces mythes initiatiques. Et j'ai découvert ce que les gnostiques modernes appellent la tradition primordiale, le contenu de la tradition primordiale, qui est une contre-révélation. Et donc, tant que j'en restais là, je restais dans le domaine universitaire, mais à un moment donné, je me suis aperçu qu'il y avait un lien entre la franc-maçonnerie moderne en tant que religion et les mythes que j'étudiais. Et de fil en aiguille, ça m'a conduit à déchiffrer le symbolisme de la franc-maçonnerie moderne, et c'est en cela que mon livre est nouveau, parce que là, presque sans l'avoir voulu, je suis au cœur du problème. J'ai trouvé le secret de la franc-maçonnerie. Il n'y a plus de secret de la franc-maçonnerie. On sait ce que c'est. C'est une religion semblable aux religions mystères de l'Antiquité. C'est une véritable religion, une religion à mystère, c'est-à-dire à initiation, et qui oppose deux dieux, un dieu civilisateur présenté comme l'ami des hommes, et qui veut leur divinisation, et un dieu tyrannique, qui veut les dominer et les écraser, et qui est souvent représenté par un monstre à 3 têtes. Vous avez deviné de qui il s'agit. Nous sommes en présence d'une véritable inversion. Le Dieu bon, entre guillemets, c'est Lucifer, et le Dieu mauvais, c'est le Dieu de la Bible et l'Évangile. Et c'est cela le secret de la franc-maçonnerie. C'est son moteur. Elle lutte contre le Dieu des chrétiens. Et elle veut établir une civilisation anti-chrétienne, antithéiste, et une civilisation qui portera la révolte de l'humanité à son sommet. Alors, ça c'est le noyau de ce que j'ai trouvé. Dans mon livre, eh bien, j'ai cherché les composantes. J'ai étudié les composantes à la lumière de cette découverte, et mais désormais je sais de façon très précise ce que la franc-maçonnerie prépare pour l'humanité. C'est un régime absolument totalitaire qui se trouve décrit par les têtes pensantes de ces grandes composantes. Alors, il faut bien distinguer deux choses. Il y a quelque chose de véritablement traditionnel au sens guénonien, c'est-à-dire qui véritablement remonte à la nuit des temps parmi les composantes de la franc-maçonnerie. C'est le compagnonnage. Le compagnonnage existait
au Moyen-Âge, il existait dans l'Antiquité d'une certaine façon. Et c'est sur cette composante que sont venues se greffer d'autres composantes. Et ces greffes, à mon avis, sont l'œuvre d'érudits de la Renaissance. En tout cas d'érudits qui étaient dans la tradition de la Renaissance. Alors, parmi les cultes anciens qui ont été greffés sur cette racine originelle, il y a le culte d'Isis et d'Osiris. Osiris, c'est le dieu civilisateur qui a été victime de son frère, le dieu mauvais, Seth ou Typhon, le dieu du désert brûlant. Il est tué par son frère. L'épouse Isis, la déesse, se retire dans le désert avec son fils Horus. Et quand Horus est en âge de venger son père, il apprend de sa mère qui est le meurtrier et il va le punir. Il s'appelle le fils de la veuve. Les maçons s'appellent les fils de la veuve. Voilà une composante très importante de la franc-maçonnerie et que d'ailleurs j'avais étudié sans penser d'abord à la franc-maçonnerie puisque je recherchais les mythes en amont du Conte du Graal, le roman inachevé de Chrétien III, un roman qui a été écrit vers 1180 et dont le héros, Perceval, élevé dans une forêt galloise, s'appelle aussi le fils de la veuve. Ce n'était pas un hasard. Alors, deuxième composante, ce sera le culte de Mitra. Alors, dans le culte de Mitra, nous avons des initiations, nous avons un temple avec 2 colonnes, comme dans les, comment dirais-je, dans les loges maçonniques. Et nous avons aussi des cérémonies d'initiation, et d'ailleurs j'ai juxtaposé dans mon livre une scène d'initiation mitriaque qui date probablement du 1er siècle de notre ère, et puis une scène d'initiation maçonnique. Le parallélisme est frappant puisque des deux côtés on a un personnage qui présente une épée ensanglantée. Enfin, une épée, elle est ensanglantée dans la version antique. Elle n'est pas ensanglantée dans la version maçonnique. Mais le personnage est nu dans la version antique. Chez les maçons, il est partiellement nu. Dans les deux cas, il a les yeux bandés. Donc, l'emprunt est très net, et dans ce culte de Mitra, eh bien, il y a un dieu bon symbolisé par un taureau, et un dieu mauvais, entre guillemets bien sûr, symbolisé par trois animaux répugnants qui l'attaquent. Alors voilà pour les principales composantes anciennes. Alors, la gnose est un terme très, très général. On peut dire que la franc-maçonnerie est une forme de la gnose elle-même. Évidemment, la franc-maçonnerie est une gnose, c'est-à-dire une religion qui prétend transmettre par cérémonie une connaissance particulière aux candidats à l'initiation. Maintenant, le lien avec la Kabbale, alors ça c'est vraiment une des 7 composantes de la franc-maçonnerie, c'est probablement la plus importante, la Kabbale, parce que on lui a emprunté dans les rituels maçonniques une foule de choses. Dans la loge elle-même, la disposition de la loge reproduit la disposition de certains éléments de la Kabbale, comme je le montre, hein. Notamment les 3 piliers. Et puis, ce qui est très intéressant aussi, c'est que sans le vouloir, j'ai découvert l'origine des fameux 3 points.
les 3 points maçonniques ont été empruntés à la Kabbale. Ils représentaient à l'origine la divinité Trine. Et donc c'est extrêmement important. Et alors ce qui à mon avis est le plus important encore, c'est que il y a des penseurs de la Kabbale qui sont particulièrement représentatifs et qui nous révèlent les buts véritables de la franc-maçonnerie. Je pense en particulier au moine hérétique Campanella. Campanella, eh bien, il prévoit la cité de demain. C'est un monde dans lequel toutes les religions auront été fondues en une seule, et les religions auront pour centre Jérusalem, et d'autre part ce sera un régime communiste où l'on pratiquera l'eugénisme, l'euthanasie, où l'on développera les sciences et les techniques. Mais parmi les composantes, il n'y a pas que cela, il y a aussi l'alchimie, et je vous laisse découvrir mon interprétation du fameux dessin alchimique du Rubis, qui révèle le but ultime de la franc-maçonnerie, puisque la franc-maçonnerie ayant intégré l'alchimie, elle intègre aussi ses objectifs. Alors l'objectif de l'alchimie, c'était de développer les sciences et les techniques de manière que l'humanité puisse se débarrasser de Dieu, du Dieu de la Bible, représenté comme un Dieu mauvais. Donc voilà quel est le but de la franc-maçonnerie. Évidemment, pour y parvenir, elle cache cela, d'une part, sous le voile du secret, mais aussi et surtout sous le voile des idéologies. Les idéologies, ce sont des systèmes de pensée qui ont pour objectif d'amener les masses à accomplir le programme des initiés sans le savoir, parce que les idéologies flattent les passions des masses. Il y a les idéologies de droite et les idéologies de gauche. Et la droite sert à faire passer les conquêtes de la gauche. Mais le monde vers lequel nous nous dirigeons, le monde de progrès qu'on nous chante si souvent, n'est-ce pas? Eh bien, c'est l'univers, dans la meilleure des hypothèses, l'univers décrit par Aldous Huxley dans Le meilleur des mondes, et dans l'hypothèse la plus pessimiste, c'est 1984 de George Orwell. Mais c'est vers là que nous allons.